Je tiens d'abord à remercier le CIFAL et les laboratoires Biopharm pour la confiance. Ils m'ont demandé de parler de la place de l'hormonothérapie dans la prise en charge du cancer du sein et du rôle du pharmacien d'officine. On va un peu faire un petit historique sur le cancer du sein rapidement et sur la place de l'hormonothérapie. Donc vous savez que le cancer du sein est un cancer qui est hormonodépendant. Et donc l'hormonosensibilité de ce cancer, on va la retrouver dans plus de 70% des cas. Parce qu'il y a une expression des récepteurs à l'œstrogène et des récepteurs à la progestérone. Cette hormonothérapie, c'est la première thérapie ciblée du cancer du sein. Elle permet d'inhiber l'action stimulante parce que c'est les hormones, c'est les œstrogènes qui stimulent donc les cellules cancéreuses du sein et qui font qu'il y ait ce cancer ou cette tumeur. Donc cette hormonothérapie va empêcher cette stimulation des hormones féminines sur les cellules cancéreuses. Certaines cellules cancéreuses expriment des récepteurs hormonaux. Et vous allez voir, c'est très important parce que c'est un peu les pistes pour pouvoir bloquer ces hormones. Ces récepteurs, s'ils sont fonctionnels, c'est eux qui vont donner un signal à la croissance cellulaire, donc ils vont augmenter la prolifération tumorale. Et en supprimant ce signal de croissance, la prolifération tumorale est diminuée et certaines cellules vont rentrer en apoptose, ce qu'on appelle la mort cellulaire génétiquement programmée. Donc ces cellules cancéreuses vont mourir. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas un cancer du sein, mais qu'il y en a plusieurs. Donc, on les classe actuellement, c'est une classification moléculaire qui se fait grâce à l'histologie, donc à l'ANAPAT, avec de l'immunohistochimie, ça veut dire des marqueurs. Donc, on a ce qu'on appelle les récepteurs HER2, ou les cancers du sein, pardon, qui ont le récepteur HER2, où les récepteurs hormonaux sont négatifs, mais l'HER2 qui est non coprotéine est positif. On a les luminales HER où ça veut dire qu'ils ont et l'oncoprotéine HER et les récepteurs hormonaux. Et on a ce qu'on appelle les luminales A et B. C'est ceux qui ont, les A, c'est ceux qui ont des récepteurs hormonaux fortement positifs avec un HER2 négatif. Les luminales B, c'est ceux qui ont des récepteurs qui ne sont pas fortement positifs, mais positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les cancers qui surexpriment que l'HER2, les cancers qui surexpriment les récepteurs hormonaux et l'HER2, ceux qui expriment uniquement les récepteurs hormonaux, et enfin le dernier, ce qu'on appelle le triple négatif, c'est un peu le plus méchant, c'est celui qui ne exprime ni les récepteurs hormonaux, ni l'oncoprotéine HER2. Cette hormonothérapie, il faut savoir que c'est une arme incontournable. Elle est systématique quand les récepteurs hormonaux sont positifs, que ce soit à l'œstrogène, à la progestérone ou les deux. Donc, dès que le score est supérieur à 10%, il faut mettre une hormonothérapie. Pourquoi je parle d'arme incontournable? Elle est au même titre que la chimiothérapie, que la thérapie ciblée. Parce qu'il y a des cancers que nous traitons exclusivement par hormonothérapie. Il y a des cancers que nous traitons par chimiothérapie ciblée et on rajoute toujours l'hormonothérapie. Il faut savoir que cette hormonothérapie ne date pas d'hier. Elle a plus de 40 ans récemment pour les comprimés. Mais si on revient un peu à l'historique, elle date de 1896. C'est quand on a remarqué que quand, par exemple, on fait une ophorectomie, Bateson a remarqué qu'il y a la régression de ce cancer du sein. Lorsqu'on enlève les ovaires, on a une régression du cancer du sein. Et donc, il s'est posé la question, pourquoi il y a cette régression dès qu'il n'y a plus d'hormones féminines, en l'occurrence les œstrogènes. Et à partir de là, ça a été le rationnel pour développer donc une saga d'hormonothérapie qu'on va voir au fur et à mesure. En fait, pratiquement chaque 2 ans, chaque 3 ans, nous avons une nouvelle hormonothérapie. Donc, il existe 2 principaux moyens de supprimer ce signal de croissance. D'abord, on va bloquer la production de ces hormones, ou bien
on va essayer d'empêcher la fixation de l'hormone à son récepteur pour que ce couple ne soit plus fonctionnel. Et c'est ce qu'on utilise aussi bien dans le cancer du sein que dans le cancer de la prostate. Donc, quels sont ces mécanismes d'action? Nous allons d'abord voir le blocage de la production des œstrogènes. Ce blocage se fait chez la femme ménopausée et chez la femme non ménopausée. Ce n'est pas du tout les mêmes traitements. Donc, chez la femme non ménopausée, la production, elle est assurée par ce qui reste des ovaires et le blocage, il va passer par une castration chirurgicale, chimique ou radique. Ça veut dire quoi? Castration chirurgicale, ça veut dire qu'on va enlever les 2 ovaires. Bon, ça ne se fait plus. C'est délabrant, ça ne se fait plus parce que c'est irréversible. La castration radique, quand j'ai commencé en onco, on la faisait quand même. On mettait 12 grès sur le pelvis chez une femme jeune, on irradiait ses ovaires et on provoquait une ovariolise radique. Et c'est irréversible. Ce qu'on utilise maintenant, c'est vraiment la castration chimique, c'est-à-dire qu'on va aller bloquer au niveau du cerveau des agonistes LH-RH qui sont tous disponibles en Algérie. Après, on a donc un taux d'œstrogène qui va être effondré. On obtient à peu près ce taux effondré 2 à 4 semaines avec des effets secondaires de la ménopause. Chez les femmes ménopausées, alors l'ovaire n'est plus fonctionnel, donc ce qui reste, c'est vraiment les surrénales. Et les surrénales, ils vont provoquer quelques hormones par des aromatases surrénaliens. Donc on va bloquer ces aromatases surrénaliens en utilisant des anti-aromatases tels que le létrozole, l'anastrozole et l'exemestane qui sont disponibles en Algérie et dans nos pharmacies. Les effets secondaires principaux de ces molécules, on les connaît tous, c'est surtout chez une femme ménopausée, donc ils vont augmenter le risque d'ostéoporose. D'ailleurs, on doit faire une ostéodensitométrie avant chaque traitement. Parfois même, on donne des traitements anti-ostéoporotiques par biphosphonate. Le deuxième mécanisme, c'est le blocage de la fixation des œstrogènes sur les récepteurs. C'est vraiment le premier modèle qui a été développé, c'est le cas du tamoxifène, qui a un effet agoniste partiel sur certains tissus. Donc, il va bloquer les récepteurs aux œstrogènes, mais il va aussi provoquer quelques effets secondaires. Donc, par exemple, sur l'os, il va induire une ostéoporose. Il faut faire très attention sur l'endomètre parce qu'il peut augmenter donc l'épaississement, provoquer une hyperplasie de l'endomètre. C'est pour ça qu'on doit surveiller ces patientes parce qu'il y a aussi le risque thromboembolique, donc de thrombose. Et avant toute prescription du tamoxifène, on doit faire une échographie pelvienne de référence pour nous dire qu'il n'y a rien au niveau de l'utérus et pouvoir suivre cette patiente au long cours. Parce que vous savez que la durée de l'hormonothérapie, c'est de 5 ans jusqu'à 10 ans. Le dernier, c'est le fulvestrant, qui est un antagoniste pur des œstrogènes. Lui, il s'administre à l'hôpital par voie IM et c'est le dernier, c'est pratiquement le dernier qui est apparu. Excellente hormonothérapie associée à une thérapie ciblée. Donc, que ce soit des anti-œstrogènes, anti-aromatases ou analogues à l'HRH, voilà les effets secondaires que provoque cette hormonothérapie. Donc, les bouffées de chaleur, des douleurs musculaires, articulaires, le risque d'accident thromboembolique, la prise de poids, l'ostéoporose, surtout chez la femme ménopausée avec les anti-aromatases, le cancer de l'endomètre qu'il ne faut pas oublier, qui peut apparaître secondairement avec le tamoxifène, donc les anti-œstrogènes, et les dyslipidémies. Les précautions à prendre, donc avant toute prescription, nous faisons un bilan lipédique, on surveille l'endomètre, on fait une ostéodensitométrie, on conseille une activité physique, une alimentation variée et équilibrée. Alors, il faut savoir que la prescription se fait exclusivement par l'oncologue. Il y a des chirurgiens qui le font encore chez nous, mais souvent le pharmacien et dont la législation exige que cette hormonothérapie soit prescrite par l'oncologue. Dans tout ça, quel est le rôle du pharmacien d'officine? Vous savez que je plaide beaucoup pour les pharmaciens d'officine dans leur rôle dans la dispensation de certains produits et dans l'éducation thérapeutique. Vous savez que ces traitements oraux sont en plein essor dans le monde. Et en Algérie, on a une liste qui ne se fait
que s'allonger, qu'il s'agisse de chimiothérapie orale, d'hormonothérapie orale ou de thérapie ciblée orale. Regardez par exemple pour l'hormonothérapie, nous en avons quand même, alors l'enzalutamide, l'acétate d'abiraterone, c'est pour la prostate. Pour le sein, nous en avons au moins 3 et les 3, heureusement, sont disponibles en officine. Là, je veux passer. Très bien. Donc, quel va être le rôle de ces pharmaciens d'officine? En fait, ils vont être le lien entre l'établissement de santé et les professionnels de ville. Ça veut dire, c'est des professionnels de santé, donc nous, on va prescrire, eux, ils vont dispenser, mais pas que ça. Ils vont aussi conseiller le patient, ils ont l'expertise et la connaissance pour, donc ils sont qualifiés pour conseiller le patient, pour lui expliquer certains effets secondaires et parfois même pour surveiller l'observance. Et en plus, ces pharmaciens d'officine sont vraiment accessibles et à proximité. Donc hier, j'ai parlé de la loi hôpital, santé, patient, territoire. Dans chaque quartier, nous avons une pharmacie et le pharmacien peut prendre le relais. D'ailleurs, c'est très bien parce que c'est ce qui se fait pour cette hormonothérapie et j'espère qu'il le fera pour d'autres. Donc le pharmacien peut suivre le patient, le conseiller, le soutenir. Il peut faire une conciliation médicamenteuse, il peut parler, savoir les modalités, informer sur les modalités d'administration, il peut aider en cas d'oubli, donc le patient il peut aller le voir pour voir quelle est la conduite à tenir, quelles sont les précautions à prendre pour prévenir les effets secondaires. Il peut sensibiliser à l'automédication, renforcer l'observance parce que notre problème, c'est vraiment l'observance lorsqu'il s'agit d'oral et les conditions de conservation de ces produits. Donc, non seulement ce pharmacien d'officine qui dispense de l'hormonothérapie, et j'insiste, ce n'est pas un traitement anodin, donc il le dispense, mais il faut faire attention au switch et éviter l'interchangeabilité. Nous recevons des patientes où elles ont un produit d'un laboratoire ce mois-ci, un autre le mois suivant, un autre d'un autre laboratoire, et quand il y a des effets secondaires, on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc faites attention, essayez de garder donc la même hormonothérapie du même laboratoire pour chaque patiente, même si on parle de switch qui est peut-être possible théoriquement, mais en tout cas sur le terrain, on préfère garder la même molécule chez les mêmes patientes. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que j'insiste sur le fait que l'hormonothérapie est une arme thérapeutique incontournable. Il ne faut jamais perdre de vue que tout traitement présente un rapport bénéfice-risque, mais l'objectif premier est de permettre aux bénéfices de gagner le combat. Et le but de l'hormonothérapie, justement, est de diminuer considérablement le risque de rechute par métastase. Et je vous remercie.